Donc, je suis avocat, je m'appelle Marie-Laure Fouché. Je suis d'une façon générale spécialisée plutôt en immobilier, mais j'ai une bonne connaissance du droit des contrats. Et ça me permet de vous faire cette conférence. L'objectif est de vous expliquer un certain nombre de bonnes pratiques. Pour un avocat ou quelqu'un qui fait du droit, c'est vraiment les choses les plus simples, mais que très souvent, quand vous êtes artiste, entreprise, des éléments que vous ne connaissez pas, et donc qui vous permettent de sécuriser votre relation client. Alors, première chose, pour sécuriser la relation client, ça a l'air complètement idiot, mais c'est identifier le client. Alors évidemment, quand c'est une personne physique, c'est assez facile, nom, prénom, adresse. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à demander la carte d'identité. Ensuite, et c'est surtout là le morceau intéressant, c'est si votre client est une société. Alors, vous allez voir des gens, vous ne saurez pas forcément si c'est le gérant, qui c'est, donc il est vraiment impératif pour bien identifier votre client. Et ça, c'est important parce que c'est lui qui va devoir vous payer après. Donc, il faut qu'il soit lié par le contrat que vous concluez. Il faut d'abord vérifier quelle est la dénomination du client, quand c'est une société. Alors, vous allez me dire, ah, c'est facile, on sait comment il s'appelle notre client. C'est pas si facile que ça, parce que quand vous avez une société en face de vous, elle peut avoir une dénomination sociale, une enseigne, un nom commercial, et ça peut être 3 choses toutes différentes, sans compter le nom du gérant. Donc, ça fait 4 noms possibles. Il faut savoir que quand vous avez affaire à une personne morale, c'est la dénomination sociale qui compte. Si vous avez un doute sur la question, vous allez, ça coûte 2,50 € à peu près, tirer un cabis sur Infogreffe. Mais sinon, le plus simple pour vérifier comme ça vite fait, vous allez sur société.com. Et là d'ailleurs, vous verrez nom commercial, dénomination. Souvent c'est la même chose, mais si ce n'est pas le cas, c'est la dénomination sociale qui compte. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, toujours vérifier le numéro sirène. Alors le numéro sirène, comment on le distingue du numéro sirette? Le sirène c'est 9 chiffres. Le sirette, c'est les 9 chiffres du sirène, plus 3 ou 4 zéros, ça dépend. Et derrière, un numéro à 2 chiffres, généralement 54, des choses de ce type-là. Le numéro sirène, c'est celui aussi qu'on connaît comme numéro RCS. C'est le nom, c'est l'identification de la société au registre du commerce et des sociétés. Alors ça, en fait, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous avez le RCS ou sirène, vous êtes tranquille puisque c'est un numéro d'identification unique. Donc même s'il y a 3 boîtes qui ont le même nom à la même adresse, qu'a vécu, bah vous êtes sûr d'avoir affaire à la bonne. Et donc comme ça, que derrière, ils ne viennent pas vous faire des histoires en disant « Ah non, mais c'est pas machin société numéro 1, c'est société numéro 2 », enfin derrière, c'est bien compliqué. Donc toujours le sirène, comme ça, vous êtes tranquille. D'ailleurs, a priori, ça vous permet aussi de remplir, pour ceux qui sont concernés, la déclaration de la Maison des artistes le moment venu. Donc autant le faire dès le début, ça règle la question. D'une façon générale, moi j'aurais toujours tendance à vous conseiller, surtout si c'est un boulot un petit peu bien payé, de quand même toujours sortir un cabis. Ça sécurise la relation, mais sinon, si votre client est une profession libérale, un entrepreneur, enfin pas forcément une société, des fois vous allez avoir un petit peu de mal à le trouver sur société.com ou Infogreffe. Un petit peu de mal, mais c'est pas impossible, parce que moi par exemple qui suis profession libérale, j'ai un numéro sirène et un numéro sirette. Vous me cherchez avec mon numéro sur société.com, vous me trouvez. Mais il y a une autre solution aussi, qui consiste à récupérer l'avis de situation, je crois que j'étais un peu vite, non c'est bon? Ouais, c'est bon. L'avis de situation sur sirène.mpi.fr. INSEE.fr. Tu tapes INSEE.fr, oui, ça marche aussi. Il y a marqué télécharger un avis de situation, tout à fait. Et on télécharge et ça c'est gratos en plus. C'est gratuit aussi, mais ça a moins de valeur qu'un cabis. Mais bon, sur Infogreffe et société.com, on peut trouver par le nom du dirigeant et par le nom de la société. Ouais. Sur l'INSEE, on peut trouver que par le numéro d'INSEE. On peut taper tous les noms que vous voulez, ça ne sortira pas. Voilà, donc l'identification de la société. Ensuite, identifier le gérant de la société. Là aussi, ça va vous paraître évident, mais il faut bien voir que, en droit des sociétés, normalement, la personne qui peut engager la société, c'est son représentant légal. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque s'il y a quelqu'un qui bosse dans la société, qui se fait passer pour un représentant alors qu'il ne l'est pas statutairement, normalement, la société est quand même engagée. Mais ne vous embêtez pas avec ces problèmes-là. Vérifiez que la personne avec qui vous travaillez a la capacité de travailler avec vous. Donc, généralement, quand c'est une petite société, souvent, vous allez traiter avec le gérant. Si c'est Bouygues, évidemment, ça va être moins évident. Mais si votre société n'est pas trop grosse, vérifiez toujours sur le cabis ou société.com le nom du gérant. Là aussi, c'est du vécu, puisqu'on a pu voir, n'est-ce pas, le cas d'un client où il y avait 2 associés, un gérant, un non-gérant, qui se battaient pour récupérer le boulot fait par le créatif à un moment où finalement ils avaient l'intention de se séparer. Et donc, il fallait vraiment déterminer qui est le client. Donc, le client, c'est la société, et qui peut engager la société,
c'est le gérant. Donc ce qui veut dire que le jour où vous libellez votre devis ou n'importe quel document, c'est dénomination sociale de la société, éventuellement à l'attention de monsieur ou madame, nom du gérant, adresse, etc. Et comme ça, et si vous pouvez noter le RCS Sirène, a priori vous êtes tranquille, il n'y a pas de confusion possible. Ensuite, quel est l'état de la société? Alors ça, il ne s'agit pas de faire des recherches compliquées, mais néanmoins de s'assurer que vous allez travailler avec quelqu'un qui, a priori, est solvable. Donc là aussi, c'est de la vérification de base. Donc, il faut vous assurer que la boîte avec qui vous bossez n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire. Là aussi, c'est des choses de base, mais il faut bien voir que quelqu'un qui est en procédure collective, ça veut dire que les chances qu'il vous paye sont extrêmement minces. S'il est en alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les procédures collectives, mais de quoi ça parle? En fait, quelqu'un qui est en redressement, ou pire, en liquidation judiciaire, c'est, et c'est la définition, quelqu'un qui n'est pas capable de payer son actif, ses créances exigibles, donc les choses qu'il doit payer maintenant, avec l'actif qu'il peut réaliser immédiatement. Donc en gros, c'est quelqu'un qui ne peut pas payer ses dettes. Donc dites-vous bien que c'est ça qui justifie le déclenchement de la procédure collective. Donc si, par malheur, vous traitez avec une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire, ça veut dire concrètement qu'on va arrêter de vous payer, on va peut-être quand même vous demander de continuer de bosser, mais vous êtes en droit de dire non. Vous ne serez probablement jamais payé parce que vous serez un créancier qui ne bénéficie pas d'une sûreté comme une hypothèque, une caution, enfin bref, une sûreté qui permet d'être sûr d'être payé. Vous passerez derrière les salariés, derrière tout le monde. Donc en gros, vous ne serez jamais payé, et si jamais vous êtes payé, il y a des chances que ce soit sur un échéancier de 10 ans. Donc autant dire que lorsque vous regardez la société qui va être votre cliente, vérifiez qu'ils ne sont pas en procédure collective. À la limite, surtout si c'est une somme un peu importante que vous allez engager comme marché, regardez les comptes, vérifiez que... parce que normalement, les comptes sont déposés. Donc vous pouvez les consulter sur Infogreffe. Vous devez aussi pouvoir les obtenir sur société.com, mais par contre, là, il ne faut pas rêver, ce n'est pas gratuit. Hein. Mais déjà, s'ils sont déposés, normalement, sur société.com, vous pouvez voir le chiffre d'affaires, le résultat, donc voir si ça a l'air bien. S'il y a une boîte qui n'a pas déposé son chiffre d'affaires, c'est déjà moins bon signe. Bon, ça peut être aussi de la négligence. Ça peut être aussi de la négligence. Mais bon, donc, essayez de vérifier un petit peu la santé de votre interlocuteur en vérifiant, quoi qu'il arrive, qu'il n'est pas en procédure collective. Parce que ça, c'est même pas la peine de répondre à ces appels derrière. Hein. C'est fini. Voilà. Un tout petit mot sur les collectivités publiques. Ça, c'est un petit peu particulier. Bon, les collectivités publiques, donc c'est une commune, une personne publique. Là, il y a un autre genre de beauté. Bon, normalement, on peut penser qu'ils sont solvables, mais il faudrait vérifier que la personne qui traite avec vous a une délégation de pouvoir. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple, dans une ville, un maire, dans une commune, a toute une série de pouvoirs. Mais ce n'est pas forcément le maire qui va traiter directement avec tout le monde. Donc, vous allez pouvoir traiter avec l'adjoint numéro 1, enfin, quelqu'un de la mairie, n'importe quoi. Mais en droit public, la personne qui traite avec vous n'a de pouvoir que s'il y a eu une délégation de pouvoir. Donc vous pouvez vous retrouver à bosser avec quelqu'un qui a l'air d'être parfaitement cachère et de la mairie ou de l'organisme, mais qui n'a pas de délégation de pouvoir et qui donc n'avait pas de pouvoir pour traiter avec vous. Donc ça, vous n'allez pas lui mettre un pistolet sur la tempe en demandant la communication de sa délégation de pouvoir, mais il faut quand même aborder la question d'une façon ou d'une autre pour être sûr que cette personne peut engager la collectivité publique et que donc derrière, comme la collectivité sera engagée, vous pourrez être payé, ce qui est toujours mieux. Sur le trésorier payeur, de toute façon, après, il va dire que la facture n'est pas payable parce qu'elle n'était pas qualifiée administrativement. Par contre, on peut valider par un bon de commande officiel. Un bon de commande officiel de la mairie engage. A priori, oui, mais bon. Mais on a il faut aller des cas dans des associations, on nous dit maintenant, si ce n'est pas prévu, la personne a pris un engagement alors qu'il n'avait pas de pouvoir de le faire, vous ne serez jamais payé. Voilà, donc faites très attention. Enfin, je ne dis pas que vous allez tomber sur tous ces problèmes-là, mais si vous pensez à vous poser toutes ces questions avant, vous allez simplifier considérablement les potentiels problèmes en amont. Et ça, c'est quand même un assez bon point. Sortez toujours un cabis, quoi qu'il arrive, hein, parce que c'est les 3/4 du temps, vous allez avoir affaire à une société ou à quelqu'un qui est un entrepreneur d'une façon ou d'une autre. C'est rare que vous travaillez pour un client, personne physique, qui veut un blog à la gloire de sa maison de campagne. Mais voilà. Je n'ai pas expliqué la différence entre les informations qu'on peut obtenir gratuitement sur société.com et Infogreffe et un cabis. Qu'est-ce qu'apporte le cabis en plus? Le cabis, c'est un document officiel. Donc ça veut dire que vous balancez une impression de société.com devant un tribunal, on va vous dire c'est bien mignon, mais ça vaut rien.
Le cabis, c'est un document officiel. Donc tout ce qui est marqué dessus, vous pouvez lui faire confiance à 100%. Et il est mis à jour très régulièrement. Là, moi, j'ai sorti un cabis le 13 octobre pour une audience du 14, il était mis à jour le 12. Il faut savoir que société.com capte ces informations du greffe. Voilà, oui, pardon, donc, très juste. le greffe est d'abord en amont informé de ce que société.com va publier. D'accord. Pas d'action chez société.com. Et l'INSEE sont plus en retard en général. L'INSEE sont plus à la ramasse. Attention aussi sur un point, je suis désolé, mais c'est que des fois on a des sociétés qui ont un nom, un siège social, un numéro de SIREN, vous avez un cabis, et si vous regardez dans un coin, il y a marqué la société est déjà fermée. Ah oui, il faut vérifier. Hein, oui, non, mais il faut tout lire pour vérifier qu'elle est pas rasée ou quelque chose. On a des commandes et des factures de sociétés qui étaient déjà fermées et qui après l'État nous emmerde en disant oui, mais la facture elle n'est pas conforme parce que la société n'existait pas. Il n'y avait plus de personne morale. On l'a dans les travaux publics, vous avez des peintres qui font des factures et vous passez la facture dans votre compta et après le fisc il vous fait un redressement en disant la facture n'est pas déductible parce que la société n'existait pas. Et on a des gens qui entreprise radiée. On a des gens qui utilisent des faux papiers en tête comme ça pour faire la facturation. Ça va jouer les deux sens le problème. Oui, non, il faut faire très attention. Il y a quand même un truc, je n'avais pas pensé, je ne l'avais pas noté sur la note. Quand vous êtes sur société.com, je suis désolée mais je m'en sers énormément, il y a une fonction qui est gratuite qui permet de mettre une surveillance sur une société. Ça c'est super pratique parce que peut-être que le jour où vous commencez à bosser avec elle, tout va bien. Et puis un jour vous allez avoir une info comme quoi elle a déposé le bilan. Et ça, vous n'allez pas le savoir si vous ne vérifiez pas tous les jours ou si vous ne vous êtes pas mis une alerte. Hein, donc il suffit de s'inscrire mais c'est gratuit. Alors, donc ça, c'était l'identification du client. On va passer au contrat et à son exécution. Alors, il faut bien savoir qu'un contrat en droit français n'a pas besoin d'être écrit. C'est mieux, mais ce n'est pas indispensable. C'est-à-dire que la règle, c'est que les contrats se forment par la rencontre de volonté de l'un et de l'autre. Donc ça veut dire que vous dites, moi je veux faire ça, on est d'accord, on toque là, le contrat il est parfait. Vous aurez juste un problème de preuve. Donc il faut savoir que quand on vous dit sans papier, ça vaut rien, c'est potentiellement problématique parce que vous aurez un point de preuve derrière, mais le contrat il existe comme ça. Donc vous pouvez le prouver par tout moyen. Donc, et là d'ailleurs il y a une jurisprudence qui est tombée il n'y a pas très longtemps, d'un mail, la Cour de cassation, donc une jurisprudence bétonnée, un mail de quelqu'un qui disait je vous commande telle et telle prestation, l'autre qui disait ok, ça a été décidé comme étant un contrat, donc c'est parfaitement valable. Alors évidemment, ça, c'est la solution quand vous ne êtes pas bien organisé en amont. Mais dites-vous bien que si vous avez des échanges de courrier qui prouvent que, voire même des échanges de mails, votre contrat, il est là. Mais la solution la plus simple, évidemment, c'est d'avoir un écrit pour être sûr, pour être sûr de fixer les modalités, les conditions, etc. Donc, la réalité de mon conseil, évidemment, en la matière, c'est vous ne commencez jamais votre travail sans avoir un devis accepté. Alors, devis-contrat, quelle est la différence? Pardon? J'ai écrit un devis. Oui, donc évidemment, devis-contrat, quelle est la différence? Un devis signé par le client, c'est un contrat, parce que c'est toujours une simple question d'acceptation. Donc vous émettez votre devis, et il est évident que vous ne commencez pas à travailler sans avoir émis un devis et avoir obtenu une acceptation express, de préférence écrite de votre client. Donc ça veut dire, soit il vous écrit un mail en disant votre devis va très bien, allez-y, soit sur l'interface de Freelancer quand même, il clique sur le bouton OK. Donc ne commencez jamais sans acceptation. Parce que bon, je suppose que vous avez dû être tous confrontés aux clients qui avaient besoin d'un travail fait pour la veille, qui vous disent non mais vous inquiétez pas, tout ira très bien, commencez, on va signer ça après, puis qui au final signe jamais rien. Aujourd'hui, signer un devis, c'est on signe, on scanne, on envoie par mail, c'est 5 minutes pour quelqu'un de normalement diligent. Donc ça veut dire que si votre client il signe pas, c'est qu'il y a un sérieux problème. C'est que soit il est malhonnête, soit il est négligent. Dans tous les cas, c'est pas quelqu'un avec qui vous voulez travailler sans filet. Donc ne commencez pas vos prestations sans devis accepté, contrat signé, n'importe quoi, mais une prestation acceptée. Un message par répondeur ou un SMS, ça peut marcher, hein, puisque comme je vous dis, il ne faut pas forcément un écrit. Mais normalement, par principe, obtenez toujours un écrit. Ensuite, le bon de commande. Alors, faites attention. Vous allez faire votre devis, tout se passe bien. Et puis là, souvent, dans les boîtes un petit peu grosses, on va vous dire on ne vous paye pas tant qu'il n'y a pas un bon de commande. Alors déjà, c'est très bizarre parce que généralement, ils le font une fois que la prestation est terminée. Je sens que ça éveille des échos chez vous. Et des fois, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans le bon de commande. Il faut bien voir qu'une fois que vous avez votre devis signé, le contrat il est gravé dans le marbre. Donc il est hors de question pour vous de signer un bon de commande qui comporte des éléments différents du
c'est différent qu'ils vous payent moins, qu'ils vous payent plus pour moins de travail, pourquoi pas? Mais bon, ça n'arrivera pas. Mais partez du principe qu'ils ont accepté le contrat, ils sont liés, donc ils ne peuvent pas, soit par négligence parce qu'ils n'ont pas lu leur bon de commande, soit par filouterie, ça arrive aussi, essayer de retourner la situation, que vous en signez un bon de commande qui n'est pas le bon, ça n'arrive pas. Vous refusez. Et si on vous dit, mais c'est bon, vous dites, bah, faites un bon de commande en copiant-collant les prestations de mon devis, et auquel cas, allez-y. Puis de toute façon, il faut quand même bien voir qu'un bon de commande, c'est pas vous qui le signez, c'est le client. Donc c'est un document qui n'est pas contractuel. Ça prouve juste qu'il vous a commandé la prestation, mais comme il a signé le devis, c'est la même chose. Oui. La ruse, c'est que les clients nous envoient un bon de commande. En effet, ils ont copié-collé vos prestations. Ils ont rajouté des trucs. trucs. Sauf que généralement, il y a 4 pages de CGU derrière. C'est dans les conditions générales d'utilisation. Oui, CGV. Voilà. Et là-dedans, ben, vous allez céder tous vos droits, vos parents et tout le reste avec. Ils vont vous contraindre à avoir des garanties dont ils vous ont jamais parlé jusqu'alors. Ils vont vous donner un délai de paiement, une assurance obligatoire, un délai de paiement de 60 jours plus 90 jours après, et ainsi de suite. Donc, même si ça a l'air très cher, il faut toujours vérifier derrière s'il n'y a pas une page de petits textes qui est généralement illisible en plus parce que c'est extrêmement difficile à lire quand on ne lit pas le texte de loi régulièrement. Mais à partir du moment où ça diffère d'un iota de ce que vous avez rédigé, vous ne signez pas. Oui, parce que c'est un avenant en réalité. C'est un nouveau contrat, c'est une modification du contrat. Un avenant, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Et par contre, à partir du moment où le contrat, le devis donc, est accepté, votre client il est lié. Donc en gros, s'il vous fait un bon de commande différent, c'est véritablement qu'il essaye de sortir du contrat, bon, plus ou moins volontairement, parce que dans les grosses boîtes, ils vont essayer de balancer leur CGV et ils ne réfléchissent pas. Ils sont super champions pour ça et des fois ils vont mettre la pression pour que vous signez en disant soit vous signez, soit vous n'êtes pas payé, et vous n'avez pas le droit de dire soit ça ne m'intéresse pas, ou si vraiment elles veulent votre signature, vous pouvez rayer toutes les mentions qui ne vous intéressent pas, ça vous avez le droit de faire. Vous rayez les mentions et puis vous signez. Puisqu'elles sont hors du contrat, vous aviez signé avant. Elles n'aiment pas, mais c'est votre droit de le faire. Alors, parfois, vous pourrez décider de faire un acompte. Donc, c'est à vous de voir. Attention, un acompte, c'est toujours une facture. Hein, c'est pas de la main à la main où le gars qui vous dit tiens, je vais te payer tant. Si un acompte est décidé, soit qu'il soit décidé dans le devis. D'ailleurs, c'est sain que vous commenciez à travailler avec 30%, 20%, 40%, peu importe, mais avec un pourcentage de payé, même si votre prestation est essentiellement intellectuelle et que vous n'avez pas acheté du mortier. Néanmoins, ce n'est pas anormal. Là aussi, ça montre que le client est sérieux. Donc, si vous avez prévu un acompte au contrat, il est évident là aussi que vous ne commencez pas à travailler sur un règlement de l'acompte. Pareil, faire un virement, même éventuellement, un paiement PayPal, ça prend 10 minutes. Donc, si les gens ne veulent pas, c'est bien qu'il y a un problème. Fiscalement, on vous oblige à faire une facture d'acompte et une facture de solde. On ne peut pas faire une facture globale, on paye une partie parce que l'administration exige le paiement de la TVA sur l'acompte. Or, quand on fait un acompte et qu'on dit la facture fait tant TTC et tu me payes 30%, le montant de la TVA de l'acompte n'apparaît pas. Donc l'administration veut une facture d'acompte, une facture de solde. Tout paiement est justifié par une facture. Ouais. Et au final, une fois qu'il vous restera, je ne sais pas, 10%, vous faites votre facture récap en déduisant tous les acomptes et comme ça, vous avez quelque chose de nickel, tant pour votre comptabilité perso que devant le juge si ça s'est super mal passé et que vous êtes obligé d'en arriver là, que sur le plan comptable avec un expert qui sera content. Quand vous êtes payé, une petite astuce, vous vous débrouillez toujours pour essayer d'obtenir les coordonnées bancaires de votre client. Donc, ça veut dire que si on vous fait un chèque, vous faites une copie du chèque. Si on vous fait un virement, bon, ça vous essayez de voir avec votre banque. Souvent maintenant vous allez recevoir un mail disant vous avez reçu un virement pour Sorama de temps, des choses de ce type-là. Vous essayez de garder les coordonnées bancaires. Ça c'est très intéressant parce que savoir quelle est la banque de votre client, ça veut dire qu'en cas de difficulté derrière, vous saurez où aller chercher les sous potentiellement. Alors vous me direz, le jour où j'ai une décision de justice, je m'en fiche, je pourrais aller chercher les sous de toute façon, je missionne un huissier. Mais il y a des cas où ça serait intéressant de saisir des sommes, ne serait-ce que pour les bloquer, et dans ces conditions-là, si vous n'avez pas déjà l'info, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Donc l'idée, c'est de toujours essayer de conserver les coordonnées bancaires de votre client, de façon à ce que, si vous avez quelque chose à faire derrière, vous puissiez agir et savoir où il garde son argent. Ça, c'est toujours bon à savoir. D'une façon générale, aussi en termes de facturation,
je vous conseille de faire un acompte, je vous conseille aussi de faire des paliers. Ne serait-ce que parce que ça vous fait des rentrées d'argent régulières. Si votre client ne veut pas payer un palier de 10 ou 20%, pourquoi est-ce qu'il paierait les 50% restants en une seule fois à la fin quand tout est fini? Donc ça vous permet de vous assurer de son sérieux. Et si jamais vous n'êtes pas payé, de ne pas vous retrouver pas payé de, je sais pas, 60% parce qu'il y avait un acompte de 40%, mais de ne pas vous retrouver payé au final que de la petite portion non encore, qui n'a pas été payée parce que c'était la toute dernière facture qui devait être payée une fois que tout était fini. Il est normal que vous ayez des avancements au fur et à mesure du travail. Et donc c'est à vous, dans vos devis, de fixer les stades auxquels vous serez payé. En plus, le fait de faire des paliers et de prévoir des paliers, ça permet aussi de s'assurer au fur et à mesure que s'il y a du retard, il est plutôt imputable au client qui ne paye pas qu'au freelance qui a pris un retard. Du moins, donc le client va dire, voilà, donc le client va dire, moi je dis, j'ai fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'avais 3 logos à faire, 33% à chaque fois, j'en ai fait un, et dans le devis, il est marqué que je ne commence le deuxième qu'à partir du moment où le premier est payé. Ben dans ce moment-là, on attend. Et s'il veut que vous travaillez vite et que vous commenciez tout de suite le deuxième, ben il n'y a qu'à vous payer votre premier logo. Bon, ça a l'air un petit peu du rail, mais il y en a vraiment qui se fichent de nous, et pas forcément des graphistes. Moi aussi, j'ai des clients qui essayent, mais bon, comme j'ai pris un certain nombre de précautions pour éviter ce genre de difficultés-là, les impayés sont assez limités. Donc c'est bon à savoir. Un petit détail, quand je parle de facture, on parle vraiment de facture. Ne faites pas de note d'auteur. A priori, ça n'a aucune existence légale. D'ailleurs, je ne sais même pas trop d'où ça sort. De la maison des artistes. Qui donne un modèle qui s'appelle note de cession de droit d'auteur. Voilà. Donc c'est une facture dont l'objet est une cession de droit d'auteur. Voilà. La facture, c'est pour facturer quelque chose. Ah oui. Le droit d'auteur, c'est la qualité de la facture, c'est son contenu. D'accord, je facture quoi? Des droits d'auteur. Et la maison des artistes donne un modèle qui est imbuvable et qui s'appelle note de cession de droit d'auteur. C'est un peu comme les avocats qui donnent des mémoires d'honoraires. Je peux vous dire que sur les mémoires d'honoraires, il est marqué facture. Comme ça, c'est plus simple. Donc, quand on a un logiciel, de toute façon, quand on a un logiciel de facturation, automatiquement, il est marqué facture. On est tranquille. Je n'utilise pas encore Freelancer. Je sais. Bon, on en arrive à la dernière partie de mon exposé. Donc, la fin de la mission et comment se faire payer en cas de difficulté. Alors, d'une façon générale, il faut partir du principe que pour vous faire payer 100% de votre prestation, vous allez me dire c'est logique, il faut que vous ayez fini la prestation. Bon. Vous, évidemment, vous n'allez pas, vous êtes honnête, vous n'allez pas facturer votre travail alors que ce n'est pas fini. Mais il faut aussi que vous puissiez opposer à votre client la bonne fin de la prestation. Je m'explique. Lui, de son côté, s'il est un peu négligent, un peu malhonnête, un peu ric-rac financièrement, il va vouloir vous payer plus tard ou pas du tout. Et le meilleur argument qu'il va pouvoir vous présenter, c'est de dire « je ne vais pas vous payer 100% de votre facture, vous n'avez pas fini ». Voilà, tout simplement. Donc là, il faut être un petit peu rusé, essayez de le coincer en réalité, parce que vous avez on va dire vous avez fait vos 3 logos, je garde mon même exemple, vous lui envoyez vos 3 logos, vous dites « voilà, la prestation est terminée, merci de bien vouloir me confirmer que tout va bien, je reste attentif ». À vos éventuelles corrections, observations, blablabla. Donc là, vous êtes en train de dire, moi j'ai fini, c'est bon. Et après, selon ce qu'il répond, ou s'il dit, ouais, c'est super chouette, ou dire, est-ce que vous me confirmez qu'on peut commencer à l'utiliser sur le site? Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose qui émane de lui, et que donc vous allez susciter par votre propre courrier, pour que, s'il y a un problème, vous puissiez dire, attendez, il m'a écrit tel jour par mail, qu'il était très content, et que pour lui, tout était bon. Ça veut dire que moi je lui dis que la prestation était terminée et qu'il l'a admis. Donc ça veut dire que s'il a admis que la prestation était terminée, il n'a strictement aucune raison de refuser de la payer. Donc là, évidemment, quand on est en matière artistique, on ne va pas forcément faire de réception en bonne et due forme, mais réfléchissez comme si vous faites des travaux chez vous, une fois que votre électricien a fini, vous allez signer un papier pour faire un bon de réception. En gros, l'idée c'est ça, c'est de justifier d'une façon ou d'une autre que c'est terminé. Si vous arrivez à faire signer un bon de réception à votre client, ça c'est encore mieux. Mais bon, généralement, si vous avez une relation pas extrêmement formelle, ça va pas marcher. Mais bon, si vous avez un client super réglo et que tout se passe bien, n'hésitez pas à faire un petit bon en disant merci de bien vouloir me confirmer que tout est bon et que c'est fini. Dans ces conditions-là, il n'y a plus de problème. Il faut essayer de trouver une astuce comme ça, soit que ce soit une clause par défaut parce qu'elle est organisée, mais de sorte que
coincer le client d'une façon ou d'une autre, enfin plus ou moins de façon rusée, hein. Peut-être que lui il sera très content de dire le travail est fini, merci pour tout, c'est très chouette, pour moi c'est bon. En général, c'est comme ça que ça se passe. Après, Si ça se passe, oui, mais bon, moi je pense au cas problématique. En fait, l'idée c'est surtout d'avoir une preuve contre lui qui prouve que c'est terminé ou qu'il l'utilise. Voilà, donc à la limite, même pas forcément écrire que le fait qu'il l'utilise signale que, mais pouvoir dire attendez, si vous l'utilisez, c'est bien que vous êtes satisfait du résultat, et ce d'autant plus que vous n'avez pas fait de réserve. Vous ne m'avez pas dit je l'utilise, mais j'ai pas envie, je l'utilise parce que je suis obligée. Vous voyez ? Donc essayez de prouver que la prestation est terminée, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est fini, ils ne peuvent plus rien faire. Et tout ça, tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est d'abord évidemment pour permettre qu'ils vous payent, qu'il y ait toutes les incitations à vous payer, mais aussi que vous ayez, en cas de difficulté, dans les 1% des cas où c'est la catastrophe, que vous ayez un dossier nickel qui vous permette, si vraiment vous avez un abruti en face, qui vous permette de récupérer votre dû de force. De force, concrètement, c'est d'aller devant un tribunal. Il n'y a malheureusement pas beaucoup d'autres choses à faire. Mais il est clair que si vous avez un devis accepté, c'est-à-dire un contrat, que vous avez la preuve que vous avez exécuté votre contrat par un moyen de prouver que le travail est fini, qu'il y a une réception, peu importe, et que vous n'êtes pas payé, ben là vous avez les 3 éléments suffisants pour faire une procédure urgente. Bon, ça s'appelle un référé. Je crois que je n'ai pas noté, mais voilà. Le référé, c'est une procédure d'urgence. À la limite, c'est un truc que vous pouvez faire tout seul. Le référé n'impose pas la présence d'un avocat. Si vous prouvez que tout est nickel et qu'en réalité, et ça c'est le terme de l'article, la personne en face ne peut pas vous opposer de contestation sérieuse à votre demande, vous pouvez avoir, dans un délai extrêmement bref par rapport au délai habituel de la justice française, un procès c'est 1 an et demi, 2 ans, vous pouvez avoir en 2-3 mois maxi une décision de justice et qui en plus est par nature immédiatement exécutoire. C'est-à-dire que si même la personne fait appel derrière, on s'en fiche, vous pouvez quand même exécuter votre décision de référé. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'avec tous les éléments que je vous indique, identification, contrat, réception du travail, facture, nickel et tout, vous avez un dossier parfait pour le présenter et avoir de bonnes chances de gagner devant le juge. Mais... Et donc dans ces conditions-là, c'est pas terrible parce que si vous êtes devant le juge, c'est bien que ça ne va pas, mais vous avez toutes les chances d'avoir une condamnation. Et si vous avez une condamnation et que vous avez gardé la copie du chèque, vous savez exactement dans quelle banque aller faire une saisie avec votre huissier pour lui vider ses comptes bancaires et être payé. Ce qui est quand même pas inintéressant. Mais pour avoir ce titre, il faut que la créance soit parfaite et que ce ne soit pas contestée. Il y en a des clients qui, du coup, opposent une qualité du travail en disant non, le travail n'est pas bon, il y a des erreurs. Tout l'intérêt. Et après, les juges ils refusent en disant je ne peux pas traiter le dossier, il n'y a pas un contentieux sur les honoraires, il y a un contentieux sur le travail, donc je refuse. D'où l'intérêt d'avoir une réception d'une façon quelconque, d'avoir une preuve que le client est content de votre travail, qu'il considère que vous l'avez fini, vous l'avez bien fini. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'effectivement, s'il dit mais non, je ne veux pas payer parce que c'est mal fait, il y a eu des retards qui ne me sont pas imputables, les retards imputables, d'où le soin à vérifier que le client répond dans les délais et que s'il prend du temps, vous en ayez une trace. Donc gardez une trace de tout. Mais effectivement, il pourrait faire des contestations devant le juge. Et le juge ne va pas toujours vous dégager parce qu'il y a ces contestations. Parce que le mot, c'est pas une absence de contestation, c'est une absence de contestation sérieuse. Donc évidemment, le gars en face, il va toujours trouver tous les moyens pour essayer de ne pas payer. Mais si vous avez un dossier nickel, il n'y aura pas de contestation sérieuse. Donc voilà, dans ces conditions-là, vous pourrez vous débrouiller au mieux. Si vous avez pris un avocat et vous gagnez votre dossier, n'hésitez pas à fournir vos factures d'avocat au juge et à demander leur remboursement à la charge de la partie adverse. Il y a un article du Code de procédure qui est fait spécialement pour ça. Et un autre conseil que je peux vous donner, parce que bon, j'espère que vous ne vous retrouverez jamais devant un tribunal parce que c'est assez désagréable, mais si jamais vous devez le faire, vous serez beaucoup plus tranquille si vous avez une assurance de protection juridique. Alors, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit. C'est une assurance qui souvent est une annexe à votre multirisque habitation, ou que vous prenez auprès de votre banque, ou qui est avec votre carte bleue, peu importe. C'est une assurance qui paye votre avocat. Alors elle ne va pas le payer énormément, ça ne va probablement pas suffire à tout payer, mais c'est quelque chose qui va ça va payer les huissiers, bon, ça va payer l'expert judiciaire si on en a un, j'espère pour vous que vous n'en arriverez pas là. Mais voilà, ça va vous permettre d'avoir des frais d'avocat en grande partie supportés, surtout sur des dossiers faciles comme ça, normalement, où il n'y a pas énormément de travail et où il ne faut pas passer des heures puisque tout est clair. Et donc dans ces conditions-là, ça veut dire que vous pourrez vous dire, bon bah, il me force à aller au tribunal, et ben je vais saisir le tribunal d'instance du 13e, du 15e, le tribunal de commerce de Paris, peu importe. J'y vais puisque ça ne va pas me coûter trop cher, puisque je suis assurée pour ça.
Et donc l'assurance de protection juridique, notez bien, c'est différent de l'assurance multirisque habitation, c'est différent également de l'assurance que vous pouvez avoir pour votre activité. Vous en avez peut-être déjà avec l'assurance de votre activité, vérifiez, mais franchement, c'est pas inintéressant, ça doit être une cotisation de l'ordre de entre 50 et 150 € par an. Alors évidemment, vous préféreriez les garder, mais le jour où vous allez devoir aller en justice, dites-vous bien qu'un horaire d'avocat, un honoraire d'avocat, vous trouverez rien à moins de entre 180 et 250 € hors taxe de l'heure. Donc autant dire que votre protection juridique, elle sera immédiatement rentabilisée. Évidemment, si vous prenez ça, il faut que ça couvre votre activité professionnelle et pas juste votre litige de voisinage et votre divorce. Ça c'est clair, mais bon ça, je pense que vous vérifierez que ça couvre bien ce qui vous intéresse. Sinon, effectivement, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, j'en ai terminé et si vous avez des questions, eh bien c'est le moment. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave.